Justement, avec le phénomène embouteillage, nous n'avons pas eu le temps d'avoir notre aparté dans les installations du Congo 26 Télévision. C'est Merveille Lundoula, confrère, ici. Moi, vous me connaissez. Lumba Lawa Kalonji. Vous, c'est Freddy Moulumba, Kabwaï. Depuis que vous avez été secoué par un drame, vous avez été victime. Votre fils, un grand garçon de 31 ans, a été effacé brutalement de la vie ici à Kinshasa, à son âme, et toute notre compassion est à vous et à votre famille. Freddy Moulumba, vous êtes politologue, journaliste, vous êtes également écrivain, c'est-à-dire auteur de plusieurs ouvrages, toujours défenseur de cette nation, même si certains trouvent que vous exagérez, on comprend ceux qui, par moments, ont des affinités avec certains palais. C'est normal, tout le monde n'a pas aimé Charles Onana, ne le soutient pas dans son combat, et puis c'est normal. Blanc, bonnet, bonnet blanc, comme ça se passe partout. Anne Gréco, vous êtes juriste, avocate de longue date, vous détenez une expérience avérée, défenseur du peuple congolais depuis des décennies en Europe. Vous défendez ce peuple, vous avez été dans la rue avec plusieurs Congolais de la diaspora, vous avez un attachement à cette nation. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous ai vu avec le drapeau national qui est derrière vous. Il a une histoire. Je termine avec voilà. Alors, et vous avez été avocate de Antoine Gizenga Fungi, de François Lumumba. Gizenga. Et oui, et puis de plusieurs années aux côtés du Sphinx de Limité, paix à son âme, et à ses cendres. Vous l'avez défendu au moment difficile contre la dictature de Mobutu et par ses alliés en Europe. Vous avez une longue histoire que nous avons vérifiée, qui est incontestable. Les masques sont tombés dans l'occupation du Congo par l'armée rwandaise. Nous commençons par l'actualité la plus brûlante, c'est ce député national américain qui est venu ici, accueilli comme l'envoyé spécial de Donald Trump. Il est rentré sans porter des gants, il a fait son rapport, on a senti que c'est un brut. Vous l'avez lu, vous l'avez suivi? Votre réaction la plus rapide? Oui, moi je déplore l'absence de connaissance de la politique étrangère américaine. Tout Américain qui vient ici n'est pas habilité à prendre des décisions. La politique étrangère américaine, c'est qui décide. Il y a ceux qui élaborent, il y a ceux qui décident. Les décisions sont au niveau de la Maison-Blanche, le département d'État. Vous avez les représentants de l'Amérique des Nations Unies. On peut aussi ajouter Pentagone, département de l'Intérieur, département de Justice. Le Capitole ne décide rien? Capitole, la Maison Blanche. C'est-à-dire le Sénat et la Chambre de représentants. Ils ne décident rien du tout. Ça, j'explique. Mais quand on élabore la politique étrangère américaine... Ça, c'est la politique étrangère. Je t'ai dit qu'en politique étrangère, il y a ceux qui élaborent, ceux qui participent à l'élaboration et ceux qui décident. Le Congrès participe à l'élaboration de la politique étrangère, mais on décide aussi, quand on veut voter un budget militaire pour soutenir une action à l'extérieur, le Sénat doit intervenir sur le Congrès. Mais quand il s'agit de décisions telles qu'au quotidien, ça c'est le département d'État, le département, la Maison Blanche, le département de la Justice, Pentagone et les autres. Donc le monsieur est venu ici, ce qui est normal. Il faut que vous compreniez qu'en Amérique, il y a la liberté d'expression. Nous, on a tendance à penser que tout le monde viendra nous dire ce que nous voulons entendre.
C'est l'erreur que nous commettons. Donc moi je pense que c'est une erreur qu'on a commise. D'abord de dire qu'il est envoyé spécial alors qu'il ne l'est pas. Une grave erreur de communication. Un député national américain qui vient et vous dit, le M23, même sans le Rwanda, il est incontestable. Est-ce que c'est un homme... D'abord, un homme, il est tiré d'où ce gars? Non, il vient de... Je pense qu'on a commis une erreur. C'est d'abord de donner un statut qu'il n'a pas. Je pense que l'ambassade américaine a riposté pour dire qu'il n'est pas envoyé spécial. Mais qu'est-ce qui a poussé l'élite congolaise à dire que, donc, ceux qui font la communication, pour dire que c'est l'envoyé spécial de Trump? Il y a une erreur. Il faut la corriger très rapidement. Ça signifie que quand les Américains viennent ici, on cherche les gens qui maîtrisent les dossiers. Qui maîtrisent les dossiers et leurs pensées. Les Américains sont différents des autres peuples. Et ils jouent carte sur table. Au même moment, on a vu des congressmen, c'est-à-dire des parlementaires américains en Suisse. L'amitié, et puis après une visite. Alors quand celui-ci vient, il devient spécial. Non, je te dis, nous avons un déficit de connaissances. Faisons un effort pour apprendre. Quand on ne connaît pas, on cherche les gens qui connaissent pour vous expliquer. Chez nous, tout le monde veut passer pour un spécialiste. Si on avait pris des gens qui maîtrisent très bien la politique étrangère américaine, qui connaissent la pensée américaine, on n'allait pas tomber dans cette erreur. On n'allait pas tomber dans cette erreur. Le contenu, ce qu'il a donné, c'est ce que Kagame a dit. L'homme est venu faire la campagne de Kagame. Mais comment est-ce qu'on l'a... On a favorisé quelque chose, on a contribué à ce qu'il puisse rencontrer les chefs de l'État. Il y a un problème. Moi, je pense que le travail des intellectuels, ceux qui maîtrisent les relations internationales, la diplomatie américaine, d'expliquer. Ce n'est pas comme ça. Je pense que la semaine prochaine, il y aura l'envoyé maintenant spécial de Trump qui va venir. Donc là, si l'envoyé spécial arrive, c'est un homme d'affaires, il va s'occuper des Grands Lacs, il faut qu'on prépare les dossiers. Moi, je peux vous dire, il y a des choses qui ne marchent pas ici. Quand, du temps de Biden, Blinken est arrivé ici, on était incapable, je dis incapable, de remettre à Blinken un dossier. Et je me rappelle, le président Bosso m'avait invité. On a mis en place une commission sur la question M23 pour qu'on explique aux Américains ce qui se passe chez nous. On a fait les rapports avec certains amis professeurs. C'est parti où? Dans les tiroirs. Il y a un problème. Je pense qu'il faut qu'on prenne conscience. Ce qui nous arrive, c'est nous sommes responsables. On ne prend pas la vie au sérieux. Il faudrait qu'on dise à nos hommes politiques, quand il y a des questions sérieuses, qu'on fasse appel aux gens qui maîtrisent le dossier pour discuter. Voilà. Merveille, est-ce que vous avez lu la mise au point, le recadrage de l'ambassade des États-Unis ici, ou c'est les réseaux sociaux congolais? Non, il y a eu réellement un communiqué de l'ambassade des États-Unis à Kinshasa, où ils ont précisé que Ronny Jackson n'a jamais été désigné envoyé spécial, contrairement à ce qu'a indiqué la presse présidentielle. Il est plutôt membre du Congrès, et membre du Congrès américain, donc un représentant élu du Congrès américain. Non, il n'est pas envoyé spécial, qui est une position nommée par le président et confirmée par le Sénat américain. Donc c'était une usurpation de qualité, mais il y a une question. Son rapport qu'il est allé faire à Washington, là, on a senti, apparemment il est un peu francophone aussi, oui. Son rapport qu'il est allé faire, il est allé le faire à qui, et puis... bon, au nom de quoi, je comprends rien là. C'était une restitution. C'était une restitution devant la Chambre de Congrès. Freddy Mulumba l'a dit tantôt. Ce qu'il a dit, c'est exactement ce que Kagame dit. Mais il se pose une question. Je vais la poser à nos invités d'ailleurs. Ronny Jackson vient, il est présenté, je ne sais pas, peut-être au chef de l'État comme représentant ou envoyé spécial du président américain. Il y a eu de pied de porte qui le facilite à avoir un entretien avec le chef de l'État. Il en ressort, la presse présidentielle prend un communiqué pour dire que le chef de l'État a reçu un envoyé spécial de Donald Trump. Quelques jours après, il dit ce qu'il a dit, ça crée un tollé. L'ambassade des États-Unis communique pour démentir, pour dire qu'il n'est pas envoyé spécial du président. Mais Freddy Mulumba, dans toute cette gymnastique, nous avons eu l'habitude d'en RDC. Pendant qu'il était reçu, il n'était pas seul, il était avec des diplomates américains ici. Dans toute cette gymnastique. Et pendant les interviews et tout, l'ambassade sait qu'on l'a présenté comme envoyé spécial de Trump. Mais comment ils viennent
les diplomates américains recadraient les choses maintenant comme ça. Oui, parce que cette audience a été restituée et diffusée sur la télévision nationale congolaise par la presse présidentielle. Mais ma question était celle-ci, celle de savoir, toute cette gymnastique... Ça, c'est la première bourde oui. de la nouvelle direction des communications de la presse présidentielle. On peut le considérer comme ça. Quelle bourde! On a instauré un système d'impunité où il y a aucune responsabilité lorsque des erreurs aussi graves se commettent. Comment vous analysez cette situation? Est-ce que vous pensez aujourd'hui, Freddy Mulumba, que de têtes doivent tomber? Non, moi je n'entre pas dans l'histoire d'individus parce que il faut savoir pourquoi. Est-ce qu'ils ont commis l'erreur par ignorance ou bien ils savaient ce qu'ils faisaient? Mais il faut que vous compreniez quelque chose. Il y a quand même le Wikipédia, des journalistes avertis. Quand une personnalité est reçue, on va le checker un peu pour savoir ce qu'elle est. Wikipédia. Il y a eu toute une équipe pour préparer. Il y a aujourd'hui l'intelligence artificielle. Comment on ne sait pas vraiment bien nous présenter? Il faut que vous compreniez. Juste un député qui vient, on nous dit que c'est un voix spécial. Il faut éviter des polémiques. On n'avance pas. Pourquoi ça a échoué? Pourquoi il y a eu cette erreur? Pourquoi cet homme est venu avant l'arrivée de l'envoyé spécial de Trump, qui est officiellement mandaté, qui sera mandaté? Dites-nous à haute voix, haute voix. Il va venir ici avec des hommes d'affaires. Il ne vient pas pour faire de la politique. Il vient avec des hommes d'affaires parce qu'on n'est pas conscient ici. Je vous assure, Trump a signé un décret sur les minerais stratégiques et critiques. Et dans ce décret-là, on a donné des matières premières critiques et sur les 4 matières, 3 sont au Congo. Donc pour les Américains, c'est question de vue des morts par rapport à leur compétition avec la Chine. La Chine contrôle une affaire de 70% des mines, des entreprises minières au Congo. Les Américains... En contrepartie, ce sont les milliards qui entrent dans les poches des gens. Non, ça sont des polémiques. Ouais, non, mais il n'y a pas de polémique. Ici, les chan-chan-chan, win-win, chan-chan-chan, win-win. Ça nous a donné quoi? La qualité des infrastructures, et voilà, tout ça. Pourquoi les Américains veulent être au Congo? Ça ne dépend pas de vous. Vos querelles là, où les gens qui vont aller faire des démarches pour dire non, ne partez pas au Congo, il ne faut pas signer les deals. Les gens se trompent. Les Américains ont pris une décision de venir, d'être en compétition avec la Chine sur les minerais du Congo. Ça ne dépend pas de nous. On a pris une décision. Vous pouvez faire du bruit, essayer un peu de casser les deals, ça ne marchera pas. Donc ce qui va se faire, c'est quoi? Les Américains vont venir. Mais quand ils vont venir, ils vont amener les entreprises d'État, les entreprises privées. Et pour que les entreprises fonctionnent, travaillent, il faut qu'il y ait d'abord la sécurité. Ça signifie qu'on doit mettre fin à la guerre. Et deuxième chose, il faut qu'il y ait quand même la justice. En cas de problème, comment est-ce qu'on peut gérer, comment dirais-je, régler le problème sur le plan juridique. Donc, les Américains ne viennent pas pour nous, ils viennent pour leurs propres intérêts face à la compétition chinoise. Le Congo est très très important. Il n'y a que les Congolais qui ne comprennent pas. Et moi, ma crainte, c'est que si on ne prend pas conscience, nous pouvons être tous balayés. Le monde a basculé. Le monde a basculé. Actuellement, je pense que ce qui se passe en Ukraine devrait nous faire réfléchir 2 fois. Vous avez vu, Trump a pris le téléphone. Il a appelé Poutine. On règle les problèmes ukrainiens en dehors des Européens, en dehors de l'Ukraine. C'est fait quoi? Nous entrons dans une autre ère. Là où on peut trouver des zones d'influence maintenant. Il y a au moins 3 puissances. Vous avez la Chine, vous avez l'Amérique, vous avez la Russie. Oui. Ils vont se partager les zones d'influence. Comme il y a le temps en Crimée, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Effectivement. Donc, Churchill, Joseph Staline et qui encore Roosevelt, Franklin Roosevelt se sont retrouvés pour se partager les gâteaux. Donc, et il faut qu'ils comprennent, qu'on comprenne. Il y a les 3 puissances vont se partager des zones d'influence. Et dans ça, c'est l'Europe qui est perdante. Et ce qui se passe là, en Ukraine, ce sont des globalistes, des souverainistes qui font créer des problèmes. Ce qui se passe à l'Est, c'est la même chose. Mais comme nous sommes dans un environnement de compétition entre grandes puissances, les individus ou bien, comment on appelle ici, les hommes, les multinationales n'auront pas beaucoup de pouvoir. Donc c'est l'État américain, l'État chinois, l'État russe qui vont décider. Or, les vrais dirigeants du monde sont les multinationales. Non. C'est un groupe de financiers. Non, la différence c'est quoi? Non. Ouais. Ça, il faut comprendre. Non. En Russie, les patrons, c'est Poutine. Donc,
les hommes d'affaires n'ont pas le pouvoir sur Poutine. Poutine et les oligarques. En Amérique, non, non, Poutine et les patrons oligarques dépendent de Poutine. En Amérique, c'est Trump maintenant. Il n'y a personne au-dessus de lui. On peut le conseiller, mais c'est eux qui prennent les décisions. Vous prenez les cas de la Chine. Le parti communiste est au-dessus. Il faut que nous comprenions, nous entrons dans un environnement de compétition de grande puissance. Ce sont les États qui pèsent. On va revenir. Donc, les acteurs non étatiques n'ont plus de place. Ceux qui viennent faire du bruit ici, c'est Trump. Voilà. Anne. Je ne suis pas du tout d'accord, parce que vous manquez tous les trois de base. Ouais. Je suis désolé de vous dire ça. Il y a l'ambassadrice des États-Unis qui a été mise en place par les démocrates. Le Ronnie Jackson, c'est elle qui l'a introduit. Donc il fallait couler pas seulement le président Fauci, mais aussi le président Trump. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que cette histoire, elle a commencé, j'en reviens toujours au génocide congolais, elle a commencé sous Clinton, en 1992. Et il n'y a pas que ça. La dernière fois, je vous ai dit que j'ai eu l'information fin janvier 2001 du faux curriculum vitae intégral avec les explications concernant Hippolyte Kanembe qu'on voulait faire passer pour Joseph Kabila et pour le fils de Kabila. Je vous ai aussi parlé de l'assassinat d'Aimé Kabila. Mais il y a d'autres qui m'ont contacté. Donc, dire que Kabila voulait donner le nom à Zoé, à Jeannette, qui n'était pas sa fille, qui était la sœur de la mère de Hippolyte Kanembe, c'est peu. Et il y a quelque chose qui s'est mis en place. Cette année 2001 est très importante à ce qui me concerne, mais aussi à ce qui concerne le Congo et les États-Unis et le monde occidental. Parce que il s'est passé quelque chose d'important. Les attentats du 11 septembre 2001. Je vais en revenir plus tard, mais pour l'instant, je termine la question. Lorsque j'ai vu arriver Matata Ponyo à Lytton, que je l'ai appris, je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche. Il était à l'hôtel Hilton. L'entourage du président Fauci ne pouvait pas se renseigner sur Ronnie, Jackson, tout ça. Vous savez, la présidence, ce n'est pas un seul dossier. C'est une multitude de dossiers, une multitude de décisions qu'il faut prendre comme ça. Alors, on a accusé Farah Mwamba de ne pas avoir fait son travail. Je connais la petite Farah Mwamba, la fille de François et Françoise de Mwamba, depuis janvier 90, quand son père et Alexis Kadima et Jerry Maël, à la demande de Roger Nkema, sont venus rencontrer Mobutu. Donc je les ai eus pendant une semaine, que ce soit l'épouse de Kadima et l'épouse de Mwamba. Et j'avais ces deux petites filles, parce que François avait deux petites filles et un bébé que Françoise portait quand elle venait. Et Madame Kadima avait une autre fille qui s'appelle Gladys. Et je me moquais de voir que des Congolais, des Zaïrois, avaient appelé leur fille, une Gladys, la mère d'Elvis Presley, l'autre Farah comme Farah Diba. Mais le problème n'est pas là. On a accusé Farah Mwamba de ne pas avoir fait son travail. Mais elle a pris ses fonctions le 17, pas le 16, parce que Ronnie Jackson est venu le 16, le dimanche 16. Moi, j'étais au marché, je n'ai pas suivi. Donc, c'est l'équipe d'Enguindou. Mais attendez, sortons. Quand j'ai vu arriver ma tante en train de venir rencontrer, et je vous ai envoyé ce que moi j'ai mis le 18 sur mon mur, à savoir qu'il venait pour que le dédouaner du génocide dont il est aussi impliqué, ma tante, mais pas seulement le génocide, aussi d'avoir soudoyé toute l'opposition actuelle, soi-disant, par l'argent du l'USAID. L'USAID, vous savez ce que c'était? C'est l'argent qu'on envoie pour le peuple, et donc seulement 4 à 5% est utilisé pour la santé, pour les écoles, et le reste
est partagé pour tenir les hommes politiques, les militaires, les magistrats, et on a quadrillé toute la société. Alors, on a accusé Farah Mouamba, mais elle n'était pas présente. Elle a pris ses fonctions le lendemain. Quand Matata a voulu le rencontrer, c'est pour lui dire de ne pas l'impliquer, de faire en sorte de le tenir loin, parce qu'il y a déjà son beau-père, Manga Chouchou, qui est impliqué drôlement, mais Matata était Premier ministre. Il était Premier ministre à partir de 2011, la phase la plus dure du génocide congolais, quand on a empêché Tiens Tshisekedi, qui avait été élu, de prendre ses fonctions. Donc, cette histoire de la rencontre de Ronnie Jackson est une manière de couler les deux présidents et d'empêcher que se fasse le deal, à savoir la sécurité contre gagnant-gagnant. D'accord? Donc, Trump et Tshisekedi ont été piégés par l'ambassadrice, comment on l'appelle? C'est l'ambassadrice. L'ambassadrice démocrate qui est à Kinshasa et le député national. L'ambassadrice est démocrate. Il faut nettoyer l'ambassade des États-Unis. Et quand je dis nettoyer l'ambassade des États-Unis, je vais en venir plus tard parce que j'ai apporté des documents que j'ai amenés exprès le 16 décembre pour les remettre au président Fachi, puisqu'il va rencontrer les États-Unis, concernant les attentats du 11 septembre 2001. Donc, quand on vient me dire, ah oui, ils n'ont pas fait ça, mais attendez, mais il faut savoir ce qu'il y a derrière tout ça. Il y a une prise d'esclavage du peuple, pas seulement du peuple congolais, mais aussi des peuples européens, et aussi du peuple américain, par le Deep State. D'accord? Alors, comment on les appelle? L'État profond. Ah, l'État profond. Invisible. Qui maintenant, Trump est en train de le nettoyer. Oui. Alors, ne venez pas me dire, parce que la même chose d'arroser les dirigeants italiens, ou les leaders politiques, français, belges, ça a été fait méthodiquement. C'est quelque chose qui a été planifié. Et si vous n'enlevez pas ça, si vous enlevez ça, vous n'avez tout faux, vous faites tout faux. Et ils ont fait la même chose. Un internaute qui a commenté quelque chose a dit concernant la fameuse opposition congolaise, il a mis entre guillemets, les mangas chouchous. Ça veut tout dire. Parlant de Matata, de Fayulu, d'Ali Sensang, de Katumbi, parce que Soriano, etc. Bon. Alors, aujourd'hui, on a ce problème du M23. Les sanctions, vous allez poser votre question, mais celle-ci caresse mon esprit. Les sanctions prises, et au niveau de Washington, et au niveau de l'Union européenne, ces sanctions prises par Ottawa et par Londres nous semblent cosmétiques. Parce qu'on peut ne pas voyager pour ces pays. C'est pas vérifier que ces gens ont des millions dans ces pays. On peut voyager ailleurs. Et quel est l'impact de toutes ces sanctions contre la cour des Kagame et contre quelques individus du soi-disant M23? Écoutez, l'immigration zambienne vient d'arrêter des camions remorques. Je crois que vous avez l'information, moi je l'ai eu. Contenant des gens sans papier venant du Rwanda, de l'Éthiopie, de la Somalie, de la Tanzanie, et qui se dirigeaient vers le Katanga. Donc, on essaie d'allumer des feux partout. Ça veut dire que c'est bien Kagame. C'est bien Kagame et Kanembe. Tant que vous ne les mettez pas hors d'état de nuire, ça continuera. Il y a maintenant l'Ituri, là, celui qui aurait dû rester à la CPI, parce que son dossier était réel, contrairement à Jean-Pierre Bemba, dont le dossier était vide. Parce que la CPI fait bien aussi un travail qui n'est pas toujours un travail de rigueur. Alors, aujourd'hui, nous avons l'immigration zambienne qui nous a balancé ces éléments. Alors, ça veut dire quoi? Qu'on va de tous les côtés, comme dit le rapport de Ronnie Jackson, qui a dit les mêmes mots que Sarkozy en 2007, le
Congo est très riche, il doit partager avec ses voisins. Ça veut dire quoi? Tout le monde La doit balkanisation se retrouver au Congo parce que le pays c'est le plus grand pays riche du monde. Oui, tout le monde doit se retrouver. Mais il doit partager avec les voisins. Ça veut dire quoi? C'est la balkanisation? C'est pas autre chose. Parce que chacun veut prendre Sassou Nguesso en passant des alliances militaires avec le Kagame, la Guinée équatoriale qui est militarisée et qui n'a pas besoin de faire une alliance militaire, de défense militaire avec l'Ouganda. J'étais étonné que le vice-président Teddy Obiang Nguema puisse signer ça avec Museveni. Ça, alors, Christelle Sassou Nguesso, Teddy Obiang Nguema, alors tous ces gens, ils s'allient avec des gens qui sont limitrophes du Congo. Ça veut dire qu'on va dépêcher la bête. Et la bête, c'est quoi? C'est le Congo. Et le peuple congolais, vous en faites quoi? Le fils Museveni menace de prendre Kisangani. Hein. Et puis, rien qu'à voir ce qu'il écrit sur Beyoncé et sur G. Non, écoutez, comment est un peu. Il faut maintenant que l'État congolais soit plus ferme. Et quand je dis ferme, ça ne veut pas dire devenir dictateur. Ça veut dire que tous ces critiques sur Félix Tshisekedi, je ne les accepte pas. Il est le seul qui en ce moment donne du sien. Il y en a un dans le gouvernement, c'est Jean-Pierre Bemba. Et dans l'entourage, c'est Yannick Perrin Lutandil. Et puis les autres, ils tous disparus. Ah, ou alors les critiques. Moi, je suis Facebook. Et de temps en temps, je pique des colères avec certains. Et je leur dis, mais raisonnez, les crétineries, on n'est plus au stade de ça. Alors, Ronnie, qui vient de dire, Ronnie Jackson, il faut partager, c'est exactement les mêmes mots du sioniste mondialiste Sarkozy en 2007. Mais en 2007, c'est Kanembe qui présidait. Voilà. Merveille. Vous avez Fabien Lumba, quelques préoccupations. Oui, quelques préoccupations. Je constate que Anne Gréco nous apporte énormément d'informations. Oui. Et qui correspond avec notre thématique. Le masque tombe effectivement. Les masques tombent finalement. Finalement, et voilà. Parce qu'on découvre beaucoup de choses. Alors, parce que l'actualité aujourd'hui. Ici, la FDCA, deuxième force politique, n'a-t-elle pas raison de dire qu'il faut vraiment mettre l'accent sur la cohésion nationale avec une mission assignée au gouvernement, le combat, et non pas le partage des gâteaux? C'est un point de vue que je partage totalement, parce qu'aujourd'hui, il faut des gens capables de nous aider à mener cette guerre. Moi je suis plutôt... j'ai une petite préoccupation pour nos invités. Le contexte est tel qu'aujourd'hui, comme l'a décrit Anne Gréco tout à l'heure, il y a un plan établi avec objectif balkaniser la RDC. Ou soit piller les richesses, mais oui, dans un pays instable. Parce que Ronnie Jackson dit il a été à la sous-région, il constate que l'Ouganda puise, le Rwanda puise, et rien ne peut être fait pour empêcher cela. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, dans quelle mesure, j'allais dire, Freddy Mulumba et Anne Gréco, ce deal, puisqu'on parle de deal, entre le président américain, Donald Trump, ou les États-Unis d'Amérique, et le mine de la RDC peuvent permettre, surtout pour ceux qui nous suivent, à éviter ces plans de balkanisation qui a été bien préparé et visiblement déjà mis sur pied. Comment? C'est deal américain. On va commencer par vous, Anne Gréco. Comment c'est deal avec le président des États-Unis? On prend la parole. Freddy Mulumba. On prend Freddy Mulumba. Parce que vous avez dit tout à l'heure, je le répète, excusez-moi, que ça a été décidé et rien ne pourra changer cela. Mais comment cela peut aujourd'hui contribuer à éviter ces plans de balkanisation qui est déjà en marche? D'abord, Trump ne porte pas les projets de la balkanisation du Congo. Trump est souverainiste. Le projet de balkanisation du Congo est porté par les mondialistes globalistes proches de Bill Clinton. C'est le clan Bill Clinton et Biden qui portent ce projet. Du fait qu'ils ne sont plus au pouvoir, le projet-là ne sera pas réalisé par Trump. Ici, le problème, c'est quoi?
On a besoin de stabiliser d'abord l'État congolais pour contrôler les minéraux. Et pour arriver à ce niveau-là, il faut que les entreprises américaines viennent investir. On ne va pas investir avec la guerre. Trump ne veut pas de guerre. Donis, comment s'appelle ce sénateur-là? Ronnie Jackson. Oui. Vous avez tendance à oublier qu'il y avait un sénateur américain, donc républicain, Michael, hein, dont il est déjà décédé là. Non, c'est Michael. Il avait, ah oui, il était un peu infirme, blanc comme ça. Il était candidat à la présidence. Oui, le nom m'échappe. John Michael. Oui. Lui, il était venu, décédé. Sa femme est venue même jusqu'à l'Est. Il était républicain, mais il était parmi les gens qui soutenaient la balkanisation du pays. Mais Trump n'est pas dans ça. Pour les Américains actuellement, comment barrer la route à la Chine? Ça, c'est au niveau de l'administration Trump. Il y a un débat de fond. Tous les décrets qu'il signe par rapport aux minéraux critiques, c'est pour que la Chine n'ait pas accès, pour que les Américains aient accès aussi à tous ces minéraux. La Chine contrôle à peu près 70 à 80%. Les Américains ne sont pas présents. Maintenant, ils veulent venir ici. Les gens peuvent faire partout pour casser les îles. Ça n'ira pas. Parce qu'il en va de la survie de l'économie américaine. Ils veulent sécuriser ce qu'on peut appeler les chaînes d'approvisionnement. Est-ce qu'il n'était pas à TFM, Tenke Fungurume Mining, avec Freepan McMoran, et ils ont cédé aux Chinois, et les Chinois leur vendent. Alors, comment expliquer la différence, il faut comprendre en Amérique. Ce contraste. Non. Les entreprises américaines sont libres. Ils vont aller là, ils trouvent qu'ils gagnent. Ce n'est pas l'État américain, bien le gouvernement américain, qui les conduit. Non. Par contre, en Chine, c'est le Parti communiste chinois qui décide. Telle entreprise peut aller investir. Et les partis communistes chinois supportent les charges, prend les risques. Mais en Amérique, ce n'est pas le cas. Je pense que le débat maintenant qui est aux Américains, et pardon, en Amérique, que faire maintenant pour que les hommes d'affaires américains aillent investir, mais que l'État congolais, pardon, le gouvernement américain les protège en cas de problème, en cas de guerre. Parce qu'un privé américain, s'il investit demain matin, Kagame envahit, il va tout prendre. Alors va faire comment? C'est de là même la préoccupation. On commence par où? Nous disons le retrait de forces rebelles des territoires conquis, le cantonnement. Nous commençons par où en fait? Parce que j'aimerais faire un parallélisme avec la situation qui se passe à l'Ukraine. Aujourd'hui, les États-Unis ont dealé avec l'Ukraine pour ses ressources naturelles, comme c'est le cas chez nous. Mais on ne parle pas de Donbass, on ne parle pas de toutes ces villes qui ont été conquises par l'armée russe. Et ça sera le cas aujourd'hui. Les États-Unis viennent, ils dealent avec nous, on oublie Goma, on oublie Bukavu. Est-ce que vous pensez que c'est les Rwandais qui nous font la guerre? Non, l'Ouganda. Ah, ça c'est encore une grande question. Ce sont des globalistes. Une question pertinente. Ce sont des globalistes qui étaient à la base de la guerre de l'AFDEL. Les clans Bill Clinton, qui ont voulu assez qu'on puisse couper le Congo et mettre la main sur les minéraux. Maintenant, ils ne sont plus au pouvoir. Ils n'ont pas l'accès ni à la CIA, ni au Pentagone. C'est Trump qui est en train de corriger. Il vient de parler, l'USAID, on vient de casser. L'USAID, l'argent du peuple américain, il ne servait à la santé et dans l'éducation qu'à 5%. Les restes, c'était de l'argent pour domestiquer ou financer les terrorismes, les problèmes, moi j'ai toujours les assassinats, ainsi de suite. Les problèmes, c'est nous. Nous ne sommes pas à la hauteur des enjeux. Ça signifie quoi? Il faut qu'il y ait des gens solides, patriotes, qui doivent discuter avec les Américains. Les Américains viennent ici pour leurs propres intérêts, ils ne viennent pas pour nos intérêts. Si on nous trouve naïfs et non lucides, on va nous recoloniser. Donc, les Congolais s'organiser. Les Américains viennent, oui. Mais où sont les intérêts congolais? Vous êtes dans les médias ici. Il n'y a pas de débat de fond. Et on oublie que ce n'est pas la première fois que l'État congolais, signe des accords, des deals avec les multinationales, on peut dire anglo-saxonnes. Prenez l'histoire de Léopold II. Quand on a créé l'État indépendant du Congo, Léopold II a signé des accords avec les entreprises occidentales. Ça termine comment? Ça signifie qu'il faut qu'il y ait des gens qui doivent lire l'histoire, tirer des leçons et savoir que ça ne puisse pas se répéter. Parce que si aujourd'hui, on ne met pas des gens capables d'analyser ces deals, nous allons tomber dans le même piège. Ça signifie qu'il faudrait que l'État congolais, d'abord au niveau des universitaires, au niveau des médias, qu'il y ait un débat de fond. Que notre peuple comprenne. Parce que les Américains ne comprennent pas. On veut faire un deal pour la stabilité du Congo, mais curieusement, il y a des Congolais qui vont combattre.
Il y a un problème quand même quelque part, non? Voilà. Est-ce que tu as... Avec ce lobbying parallèle... Est-ce que tu as vu en Ukraine? Oui. Tu as vu les gens aller en Amérique contester le président ukrainien? Je n'ai pas suivi. Je ne vais pas affirmer, mais je n'ai pas suivi. Non, mais il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Ce qui se passe dans ce pays, le pays est agressé. Au lieu de sauver le pays, même des journalistes, agents de renseignement, des services secrets étrangers, même ils sont en train tweetent tous les jours, avec certains journalistes établis en Belgique, ils sont en train de fragiliser. Alors je me demande, leurs parents sont ici, leurs frères et sœurs sont ici, mais on se demande qu'est-ce qui se passe. C'est pour voir que les mal est profond. Ça fait plus de 25 ans. On a détruit les Congolais. On a détruit parce qu'on ne peut pas comprendre. Le Congolais lui-même s'est détruit ou bien on l'a détruit? Vous savez, pendant 30 ans, il y a toute une génération, il ne faut pas l'oublier, des gens qui n'ont pas été formés avec un esprit patriotique. Quand le Congo a des problèmes, les gens sont contents. C'est ce qui est frappant. Votre pays est occupé. Kagame et Museveni tuent. Les gens sont très contents. Par contre, ils ne sont même pas capables... Mais nous-mêmes, on laisse Museveni avec ses troupes sur notre territoire. On croit que c'est vieux quartier. Clarifier nos relations avec Ouganda. C'est aussi cela le problème. Je ne parle pas des hommes politiques. Ici, je parle des médias, des intellectuels. Vous êtes dans les médias. Dites-moi, il y a combien de débats sur Cédil, sur la guerre à l'Est? Non, mais qu'est-ce que nous faisons? Nous le faisons, mais on n'a pas même à la télévision nationale. Écoutez un peu, posez-vous une question. Pourquoi la télévision nationale ne fait pas le travail? Moi, je suis étonné de voir que le pays est occupé. On a tué 10 000 personnes par Kagame à Goma. À la télévision, qu'est-ce qu'on vous dit? Au Congo, Téléma, les gens dansent. On est quel peuple? C'est une honte. J'ai fait des semaines au Burkina Faso, à Ouaga. Pendant 2 semaines. Au mois de mars. Traoré sème la terreur, il arrête tout ça. Là-bas, il y a des hommes. Chaque soir, l'information passe à la télévision nationale. Tout est mis organisé. La communication est très claire. Vous ne verrez pas les gens passer à la télévision pour contester le combat mené par le président Traoré. Même pas les catholiques, hein? Même pas les musulmans. Tout le monde est derrière le président contre ceux qui menacent le pays. Un pays laïque. Mais quand vous venez... Écoutez un peu. Un pays laïque, mais on a aussi un gouvernement qui n'est pas... qui semble être faible. Vous laissez un pays laïque, mais vous laissez les religieux se pavaner, on laisse le gouvernement de côté. Ce que nous faisons ici, ce n'est pas le gouvernement qui nous a demandé. Tu as organisé ces débats. Est-ce que le gouvernement a demandé de faire ces débats? Mais pourquoi un tel débat ne passe pas à la RTNC? C'est normal. Il y a un problème. Là où il y a des élites intellectuelles, c'est-à-dire que ça doit s'arrêter. Anne, vous allez répondre en même temps à la question de Lundula. Kabila, que vous appelez Kabila, pour moi c'est Kanembe. C'est un va-nu-pied qu'on a pris. Comme Kagame, comme Zelensky. C'est un système mafieux. On a pris ceux qu'on pouvait manipuler, qu'ils obéissaient aux ordres. Regardez-le, il se tue pendant longtemps. Maintenant, il parle. Il parle en récitant ce qu'on lui a dit de dire. Alors, il faut prendre les choses à l'inverse. Où ça a été décidé le sionisme mondialiste. Ça a été décidé par en Allemagne. Des faux juifs ou bien des vrais juifs? Attention, mon sang qui coule dans mes veines est hébreu. Hein? Je ne suis pas khazar. L'ancêtre direct de maman, c'était un avocat, jeune de 20 ans, Lakaïta, Jacob Lakaïta, qui a fait renverser les Bourbons des 2 Siciles dans le sud de l'Italie. C'est comme ça que Garibaldi est venu, et c'est comme ça qu'il y a eu le royaume d'Italie. Et pourquoi il a été emprisonné? Parce qu'il a appris que les Bourbons des 2 Siciles, après avoir obligé les Juifs du sud qui avaient été amenés par les Romains de se convertir en 1762, ils voulaient expulser les Juifs qui avaient été expulsés d'Espagne en 1792 et refaire ce qu'avait fait Isabelle la catholique. Et mon ancêtre, Lakaïta, je suis une gréco-lakaïta, d'accord? Et gréco aussi, entendez. Et il a fait la révolte avec 4 confrères, ils étaient 5. Vous parlez de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais l'histoire
de la communauté juive, elle continue et elle a commencé avec la chute des deux empires. Les Khazars ne sont pas des juifs. Rothschild, s'il vous plaît, Rothschild n'est pas un juif. C'est les Khazars ont été convertis au Xe siècle pour éviter la querelle des religions musulmanes, catholiques, juives. Alors, s'il vous plaît, on fait la distinction. Et quand je dis que c'est les sionistes mondialistes, c'est parti de l'Allemagne. Parce que, belle histoire. Dans le château de Novelitz, en Westphalie du Sud, vous avez compris, il y a des faux, de gens qui se font passer pour des juifs, mais pour emprisonner le monde. Oui, c'est là que tous les grands des Khazars, Kissinger, Albrecht, tout ça, ont été formés. Ils en faisaient partie. Et qu'est-ce qui se passe dans ce château d'Allemagne? Parce que l'Allemagne a perdu la guerre, mais elle n'a pas détruit, elle n'a pas enlevé la racine de nazi. Elle l'a multipliée, elle est devenue une pépinière pour tout le monde libre. C'est ça que je veux qu'on sache. Et le Congo est aussi impliqué. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne? Eh bien, il y a une association qui a été créée par le père de la reine Sophie d'Espagne. C'est les 13 familles, hein? C'est ça qu'il faut savoir. Eh bien, elle s'appelle l'ordre d'Alexandre le Grand. Et cet ordre est tenu par des juifs khazars. Allez-y et vous verrez ce que c'est. Maintenant, ce que je veux vous dire, c'est que celui qui a porté le mondialisme sur les fronts baptismaux, c'est Mitterrand, en 1983. Et il faut savoir que quand vous allez en Allemagne, l'Allemagne, elle a ce complexe d'avoir fait les fours crématoires, d'avoir fait les camps de concentration et que le peuple n'a pas réagi. Donc, c'est partant de là, le foyer c'est là. Et ensuite, ils ont disséminé. Vous ne pouvez pas ne pas dire ce qui se passe à l'heure actuelle sans savoir comment nous avons été mis en esclavage, y compris les peuples d'Europe. L'argent de l'USAID a servi à mettre en place ce schéma qui a été créé en Allemagne. Et Davos sort de ce schéma. Hitler, Jacob, était le petit-fils de Salomon Rothschild de Vienne, par sa mère. Salomon Rothschild avait un autre fils, qui était son demi-frère de la mère de Hitler, qui s'appelait Nathanaël. Et Nathanaël Rothschild est le grand-père, par la mère, de Klaus Schwab, celui de Davos. Et je crois que Félix Tshisekedi a eu du cran d'aller vraiment au centre de l'enfer. Parce que quand il a proposé dernièrement de faire de la forêt équatoriale, de faire des emplois, de la protéger, il répondait à ce qui avait été décidé par Kanembe, avec la Banque de Jordanie et avec Bernard-Henri Lévy, qui avait acheté 25% de la forêt congolaise. 25% de la forêt congolaise était déjà acheté. Mais ça a été annulé. Parce qu'ils ont eu très peur quand il y a eu l'élection de Félix en 2019. Et Félix s'est attelé à ce travail. Et c'est pour ça qu'il est allé à Davos, au centre même névralgique, qui apparaît. Parce que le château de Novelitz n'apparaît pas. Donc Davos, c'est une messe noire. Mais c'est quelque chose qui a été mis en place. Les attentats, j'en reviens aux attentats du 11 septembre. Je vous ai dit que j'ai eu des ennuis physiques. En 2001, quand je dénonçais qui était Kanembe, le faux Kabila. Et ça s'est passé, ça a été chez les jeux d'instruction, tout ça. Pour finir, j'ai dû déménager. Et étant dans des possibilités financières limites, j'ai rencontré quelqu'un, je lui ai demandé s'il avait 2 personnes qui pouvaient me déménager avec un véhicule. Et vous savez, ils sont venus ces 2 personnes. Elles sont venues le 10 jusqu'à l'aube du 11 juillet 2001. Et c'était Mohamed Atta et Marwan Al-Seli. Alors, quand j'ai entendu, parce que j'ai écrit au juge Bruguière, à mon bâtonnier, à la presse
pour me protéger, pas pour me faire valoir, hein, pas pour me faire muscler. Je devais protéger ma vie physique. J'étais un témoin, et le témoin les élimine. Donc, j'ai écrit au juge Bruguière, et il m'a fait entendre par l'antiterrorisme le 20 septembre 2001. Et ensuite, je me suis tiré. Et quand je me suis tiré, je suis arrivé d'abord à Avignon, où mon père a été hospitalisé, et puis à Bruxelles. Et la première des choses que je fais à Bruxelles, c'est d'aller voir l'ambassadeur d'Égypte, qui s'appelle Suleiman, qui s'appelle à l'époque Suleiman Abad, qui, ayant vu ce courrier, il était là, il m'a reçu. J'étais reçu 3 fois, même avec les services égyptiens. Et c'est eux qui me protégeaient. Parce qu'ils savaient que les détails que j'avais donnés, parce que quand je faisais mon déménagement, et que j'étais dans la voiture pour transporter les meubles avec les deux, ils étaient présentés comme irakiens. Et ensuite, il m'a dit, mon père est avocat. Où? Au Caire. Je dis, mais quoi, au Caire? Il est irakien. Bon. Et puis il m'a dit, mes 2 sœurs sont professeurs de droit. Et il m'a dit, où? À la faculté de droit de Caire. Et puis il m'a dit, non, je suis égyptien. Attendez, qu'est-ce que je fais? Je l'ai questionné. Et les détails que j'ai donnés à l'ambassadeur, eh bien, il a téléphoné au père de Mohamed Atta. Des détails que la justice française n'a pas. Et le père a dit, oui, c'est exact. Donc, l'histoire des attentats, c'est quelque chose d'holistique. Et d'ailleurs, une des menaces de Poutine à Hillary Clinton, quand elle s'est présentée, c'est de dévoiler les vidéos des véritables, comment ça s'est passé, les attentats de 2001. Alors, vous savez, je vais vous dire, hein, quand ça s'est passé, ils ont fait la même chose au Congo. Et tant que vous n'enlevez pas ça, eh bien, tant que vous ne travaillez pas en disant, mais alors c'est quelque chose en piège, nous sommes tombés tous dedans. Et il y a des hommes qui se sont laissés acheter pour l'argent, des Judas, parce qu'ils savaient. Quand on pense de l'opposition, toute l'opposition qui aujourd'hui s'oppose à Félix Tshisekedi, parce qu'il veut faire changer la Constitution et le sinistre article 2017. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que cette opposition a été achetée. Ce que un internaute a dit, les mangas chouchous. C'est pas pour rien. Quand on pense de celui qui a été arrêté, l'Indien, qui avait l'hôtel Hilton, comme par hasard, l'hôpital, HJ, hôpital. Mais attendez, il est arrivé comme garçon de course. Eh bien, être des Congolais qui sont très entrepreneurs, oui, peuvent aussi réussir comme ça, j'en connais pas. Désolé. Voilà, Freddy, beaucoup de révélations. Beaucoup de révélations. Anne connaît les racines de ce que nous vivons ici parce que c'est entretenu par un groupe de gens, les Khazars, donc il y a beaucoup de ténèbres dans le monde. Freddy, mais au moment où Kagame est en difficulté financière, donc isolé diplomatiquement, on sent que Colette Brackman ne veut pas lâcher son poulain ou son ami. Il écrit des histoires, des éditos contre le maître de Kinshasa, et puis ce journal de la haine, comment on l'appelle, la Libre, financé par un acteur politique, un commerçant ici au Congo. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire. Qu'est-ce que cela prédit? Parce que lui, il dit que Félix Tshisekedi est déjà sur une pente, selon Colette Brackman. Il faut déjà envisager l'après Tshisekedi. Et puis après, il y a l'abbé qui est affecté à la chapelle, qui dit aussi que ce qu'ils sont en train de faire comme travail, ça s'inscrit dans la logique de celui qui va venir après Tshisekedi. Donc, oui, je pense comment vous analysez ça? Il faut que vous compreniez que, d'abord, Félix a été élu par le peuple congolais. Là, c'est le principe. Il est légitime. Ce n'est pas Colette Brackman de dire que Tshisekedi est vers la fin. C'est le peuple congolais qui va décider. Ça, un des deux. Nous ne sommes pas n'importe quel pays. Nous sommes un enjeu mondial aujourd'hui. On ne peut pas toucher à la vie du chef de l'État congolais sans l'accord de la CIA, de la Maison Blanche. Donc si aujourd'hui un coup qui arrive, c'est quand la Maison Blanche a donné son quitus. Donc tous ces gens qui font des bruits, ils perdent leur temps. Pour le moment, en Afrique centrale, la seule personne qui est capable de tenir les coups,
c'est Félix Tshisekedi. Il a ses qualités, il a ses défauts. C'est pas par hasard qu'il a fait une interview chez Vox News. C'est un média des Républicains. Donc, pour la toute première fois, Félix s'adresse au peuple américain. C'est comme une sorte de test. Les collègues de Brackman qui écrivent, ils savent que Kagame est fini. On n'a pas besoin de Kagame. Je viens de vous dire ici, dans un environnement, dans une situation de compétition entre de grandes puissances, on n'a pas besoin de petits individus, on n'a pas besoin de petits pays, de petits États comme Kagame. Qu'est-ce que Kagame peut apporter ni à la Chine, ni à l'Amérique, ni à la Russie? C'est mal les pillages. Mais par contre, c'est qu'il dit seul ne peut rien faire. Non. On voit quand même l'entourage, il a retouché. J'ai dit ceci. Et puis après, on voit quand même ceux qui ont accès à lui. Non, Félix Tshisekedi, on parle en tant qu'institution. C'est lui qui engage l'État congolais à l'extérieur. C'est pas n'importe qui. En tant qu'institution, pas en tant qu'individu. Et puis il faut que les Congolais comprennent. Félix n'est pas le propriétaire du Congo. Il représente des intérêts des Congolais. Il faudrait que chacun de nous prenne conscience. Comment est-ce que... Je prends un exemple. Félix parle. Combien de gens reprennent son discours? Même ceux qui sont au pouvoir. Il y a un problème. Combien d'intellectuels on parle de deal maintenant? Il y a des gens qui se préparent pour aller contrer. Qui a pris parole? Nous sommes responsables, c'est que nous arrive. Parce que moi j'ai dit, nous avons une élite qui n'est pas à la hauteur des enjeux. Et les dangers c'est quoi? On va tout balayer. Parce que vu l'importance du Congo, sans le Congo, il n'y a pas une transition énergétique. On vous publie, on vous dit que c'est le pays le plus riche du monde. On donne des images. Un Congo très riche, une population pauvre. Ça signifie quoi? Donc nous devons beaucoup réfléchir. Ce qui est vrai, les globalistes, mondialistes avaient leur projet de 30 ans. C'était balkaniser le Congo. En mettant Kagame Museveni. C'est un échec momentané, pour le moment. Maintenant, il faut que nous, Congolais, qu'on prenne conscience, qu'on s'organise pour que, même si Trump quitte le pouvoir, que les globalistes ne puissent pas revenir avec leur projet. Donc, le destin du Congo est dans nos mains. Voilà. Donc, si demain le Congo connaît des problèmes... Vous avez une autre préoccupation? Non, c'est plutôt clair par rapport à la démarche. Comme l'eau de roche. Comme l'eau de roche. Nous, au-delà d'être journalistes sur ce plateau, nous sommes Congolais, nous nous lançons dans cette campagne de sensibilisation, de manière à faire comprendre à ceux qui nous suivent, et la population congolaise, que le pays est en guerre. Notre posture doit être automatiquement liée à l'État, aux intérêts de l'État et non aux intérêts d'individus. Voilà un peu ce que j'ai à dire par rapport à cette thématique, Fabien Lumbala. Et voilà, Anne, c'est maintenant l'atterrissage. Merci de toutes ces révélations. Vous avez compris que le monde est dirigé par un groupe de gens. Il y a les Khazars. Ces Khazars, ces faux juifs qui ont pris le monde en otage. Et beaucoup de rencontres, c'est vraiment l'enfer. Ce que d'ici pouvait dire tout aux Congolais. Le monde s'effondrait, comme l'a écrit l'écrivain nigérien Chinua Achebe. La conclusion. Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle la fatalité? Donc tout est déjà conclu. Dieu le Père a parlé. Le Congo c'est fini. Ou il y a encore de l'espoir? Non, parce que je suis en contact tous les jours avec la population. Je pars comme ça et je vais dans les marchés différents. Et j'engage la conversation. Et il m'arrive même avec les mamans, dans le marché, de danser. Pourquoi? Parce qu'il y avait la musique. On ne danse pas sans musique. Ça, c'est le Congo. Eh bien, le Congo, le peuple congolais, du moins le peuple quinois, est derrière le président Félix Tshisekedi. Mettez-vous bien ça dans la tête. L'autre jour, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Les Veva, ceux qui sont avec les motos, il parle sont partis. Wewa, mais il appelle Veva. Donc, bon, faut comprendre. Les Wewa. Wewa. Ah, eh les bien, Wewa. Ils sont partis à la résidence de Minaku et ils voulaient la casser. Ce qui n'est pas une bonne chose. Il a fallu. Ce qui n'est pas une bonne chose. Oui, il ne faut pas encourager la violence. Et qu'elle tire avec des balles réelles en l'air. La police, oui. Donc, ça veut dire que les Kabylistes, que vous appelez, hein, mais moi j'appelle ça les Rwandais, c'est fini. Mettez-vous bien ça dans la tête.
Parce que l'élite dont vous parlez ne fera pas le poids. Moi, je l'ai vu quand il y a eu la marche qui sont partis et qui ont attaqué les ambassades. Ce qui n'est pas aussi une bonne chose d'attaquer les ambassades parce que ça n'a rien changé. Oui, et le lendemain, vous avez fait la manifestation, vous avez parlé à l'université. Mais le peuple n'est pas dupe. Hein. La main qui ne peut pas couper, eh bien, il l'embrasse. En attendant. Mais gare, je dis ça pour tous les pays, gare, il y a une limite qu'il ne faut pas dépasser, c'est comme quand l'eau déborde du vase. Et ça fait les révolutions, ça fait les émeutes. Alors, pour moi, l'opposition qui se prétend comme opposition n'en est pas une. C'est celle qui veut, qui a peur, qui tremble, qu'on vienne à savoir ce qu'ils ont fait pendant 18 ans de Kanembe. Parce que les choses ont été beaucoup plus graves que ça. Tout a été infiltré. On a tissé, on a fait comme un tissage métallique. Hein? On l'a bien vu avec celui qui est devenu le président du Conseil constitutionnel et qui était l'avocat qui a plaidé pour le Congo dans l'affaire contre Vital Kamerhe. On l'a bien vu. Il a été cassé, pourquoi? Parce qu'il a accepté la corruption de Matata. C'est ce qu'il n'aurait jamais dû faire. Bon, il est retourné comme avocat. Il est retourné comme professeur. Mais sa crédibilité, c'est fini. Il a beau faire des cours, il a beau plaider. Quand quelque chose est cassé, on ne peut pas le reconnaître correctement. Mais c'est pas tout. Quand vous dites, je dis simplement les magistrats, les avocats, mais je parle aussi des généraux, des lieutenants qui ont abandonné. Ils ont abandonné parce qu'ils étaient un service commandé. Pas un service commandé du Congo, mais de ceux qui les ont financés en douce. Alors, s'il vous plaît, le Congo reste à reconstruire. Il faut maintenant s'atteler à cette tâche. Je suis content parce que je sens que, au-delà de la situation telle qu'elle est décrite, au-delà des révélations troublantes, je sens que tous les deux, même Merveille, nous gardons l'espoir que ce n'est pas encore requiem pour le Congo. C'est parce qu'on n'a pas l'essence de l'histoire. Nous sommes dans une vision de la lutte pour la libération. Je peux parler de la deuxième libération pour qu'on récupère nos matières premières, que ces richesses profitent au peuple congolais, au peuple africain. Et ça a déjà commencé au niveau de l'AES, donc dans les Sahel. Ça va continuer. Donc nous sommes dans un processus de deuxième indépendance, une indépendance économique. Et ceux qui veulent acheter, ceux qui veulent avoir accès à nos matières premières, doivent apprendre à les acheter, pas faire de guerre pour les piller. Donc, c'est au Congolais de prendre conscience, s'organiser, on n'a pas d'autre choix. La vie est faite ainsi. Alors, Merveille, beaucoup de réactions, beaucoup de questions pour ceux que nous suivons en direct sur les plateformes YouTube des Congo 26, sur Facebook et également sur les plateformes satellitaires Canal Plus 300 au 366 et puis sur Ascom au 525, sur également Blue OTT International, ça c'est au numéro 310, à ce que je sache, et puis sur Easy TV, sur la télévision numérique terrestre, beaucoup de réactions, et nous disent que c'est un partage très intéressant, très riche. Il faut continuer à faire des choses comme ça. Oui, avec ça, Tokoli à Bango. Vous avez compris? Oui. Avec ça, Tokoli à Biloko Ebele à Tongo. Parce que c'est ça le matissé à niveau, comme on dit. Anne, merci. Voilà, vous avez amené votre... Alors, j'ai une anecdote à vous dire. Oui. Je suis passé il y a 15 jours devant vous. Oui. Quelqu'un l'avait entendu. Oui. Je suis allé voir cette personne qui est mon gérant. En tapant, je n'étais même pas assise. Il a sorti, il m'a dit, c'est pour vous. Waouh. Voilà. Donc, ça m'a été donné. Parce qu'il vous a vu avec... Ils m'ont entendu lorsque je suis parti la dernière fois. Ouais. Okay. Donc, le surlendemain, alors que je suis allé, il attendait. Il m'a dit, c'est pour vous.
Voilà. Ah, non. Anne, Une reconnaissance de votre combat pour, ouais, aux côtés ouais, des Congolais, aux côtés et surtout Congolais. de l'opposition à l'époque contre Mobutu, contre Joseph Kabila. Anne a fait même la prison à Bruxelles, en Belgique avec Rangers. C'est lui qui dirige actuellement le pays. Donc il a toute une histoire avec les Tshisekedi. Bon, mais c'est... elle le dit ouvertement. Au lieu de rester dans... elle n'est pas à la recherche de la survie, mais elle est engagée pour un combat. Elle a dit à son Dieu, avant de quitter le monde, avant de rentrer, eh ben, je dois finir l'engagement. Elle avait fait un vœu à Étienne Tshisekedi, à son âme, que je ne vous trahirai pas, je vais continuer ce combat, même sans vous. Et voilà. Elle consacre le reste de sa vie à la défense du Congo et des Congolais. Merci Freddy Mulumba. Malgré le drame qui a secoué la famille, nous avons ici, Congo 26, nous avons été de cœur avec vous dans les lives et les émissions. On a plusieurs fois été avec vous, annoncé, et beaucoup de gens étaient informés. Et c'est que vous êtes arrivé. L'affaire est en justice? Oui, je pense qu'il faudrait nettoyer notre justice. Il faut. Mais comme pour le moment, il y a encore... c'est en cours. Ça sera Masolo Akati. Ça sera Masolo Akati. Pour le moment, on s'occupe du serpent qui est dans la maison. Ouais. Alors, Merveille. Oui. L'équipe, on les appelle héros dans l'homme, pas les héros. Hein. Les héros dans l'homme. Voilà. Ils vous ont envoyé les noms. Makavangela, Valdi, Marla. Bien évidemment, il faudrait finir par la dernière livraison d'informations. 26 cultures. Bon, on libère. Oui, on va libérer nos invités et puis on va prendre la dernière livraison d'informations et puis chuter. Voilà. Parce que le temps nous imparti. Comprenez mon émotion. Sa fin, malheureusement. Comprenez mon émotion. Le Congo, il est ici. C'est compliqué. Voilà.